À l'orée de chaque nouvelle année, une allocution spéciale est prononcée depuis le palais de la République togolaise sous forme de vœux. Ces vœux sont l'occasion pour le président de la République de faire le point sur la situation du pays sur le plan économique, politique et social de l'année écoulée. Également, c'est une occasion pour lui de présenter sa vision globale du Togo, du monde et ses vœux pour l'année à venir. Le 30 décembre dernier, le président n'a pas dérogé à la règle. Il s'est exprimé devant les Togolais durant 15 minutes. Quant à nous, nous nous ferons le plaisir et le devoir de le décrypter en 26 minutes dans cette nouvelle émission d'Écho du Togo avec notre consultant Luc Abaki. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, bien avant de décortiquer le discours du président de la République avec notre consultant qui est déjà avec nous naturellement en studio, Luc Abaki, je viens d'abord voir la charmante Ghislaine, notre chroniqueuse du jour. Ghislaine, bonjour. Bonjour Roger. Alors, le président de la République a fait un discours et vous voulez nous faire voyager sur les grands points abordés par le président de la République. En effet, Roger, après avoir présenté ses vœux et exprimé une profonde pensée à l'endroit de ses compatriotes qui devraient passer la fête loin de leur famille, le président a passé en revue l'année 2021. Santé, éducation, économie, sécurité, qui d'ailleurs a marqué le point d'orgue de son allocution, voici les grands thèmes qui ont retenu l'attention du président. La question du terrorisme et de l'armée se sont longuement invitées dans ce discours. Il a relevé, je cite, « Dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes et dans un environnement régional troublé par la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent, notre pays a su préserver la sécurité et la stabilité qui sont le gage de la poursuite paisible de nos efforts de développement. » Il a ensuite salué la bravoure des forces de l'ordre et leur courage. Alors, à côté de la question sécuritaire, il y a celle politique. Effectivement, Roger, le chef de l'État togolais s'est dit satisfait de la concertation nationale des acteurs politiques dont il juge les perspectives favorables à l'approfondissement des acquis démocratiques du Togo, tout en restant convaincu que du dialogue viendront les solutions les plus pertinentes du pays. Pour rappel, ce dialogue, qui a débuté en 2021 à la suite de la réélection de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, a abouti à 52 propositions présentées en juillet 2021. L'emprisonnement de nos confrères Ferdinand Ité et Joël Lega n'a pas subtilement échappé au discours du président de la République. Oui, la question de la liberté d'expression doit s'inscrire dans le respect des limites définies par la loi, faisant prévaloir le civisme et la courtoisie en dépit des divergences, a souligné Faure Gnassingbé sur cette question. À ce secteur vient s'ajouter celui de la santé et sur ce plan, le président promet la construction des unités de soins périphériques dans le cours de la nouvelle année dans toutes les régions du pays. Faure Gnassingbé reconnaît que la pandémie du Covid-19 a sévèrement mis à mal son économie, causant la hausse des prix des denrées de première nécessité. Il va toutefois rappeler la subvention de l'État à hauteur de 1 779 milliards de francs CFA, un budget augmenté de 4,5% par rapport à l'année dernière pour soulager la population. Le secteur de l'éducation n'est pas aussi du reste, Ghislaine. Oui, la santé intellectuelle des apprenants togolais préoccupe également le président togolais. C'est pour cela qu'il annonce d'importants investissements pour la construction de 5000 salles de classe durant cette nouvelle année. Toujours dans ce secteur de l'éducation, Faure Gnassingbé fait un cadeau en forme de prêt au corps enseignant et retraité du Togo, une avance d'un mois de salaire, qui sera d'ailleurs remboursable par tranche mensuelle jusqu'à décembre 2022. Ghislaine, il y a tout de même certains points occultés dans le discours du président de la République. Oui, effectivement. On note cependant que le président de la République togolaise n'a pas abordé la question des arts, par exemple, de la culture, du tourisme, mais aussi celle des entreprises durement touchées par les effets de la crise sanitaire. Ghislaine, merci. Merci à toi, Roger. Place à présent au débat avec notre invité Luc Abaki. Alors, comme je l'annonçais déjà dans l'introduction, nous allons décortiquer le message du président de la République, les vœux du président de la République du 30 décembre dernier, avec notre consultant Luc Abaki. Bonjour.
Bonjour Roger, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Vox Africa. C'est un plaisir de me retrouver avec vous en ce début de nouvelle année. J'espère que cette année va être plus florissante et que tout ce que nous avons connu l'année dernière va appartenir à l'histoire. En tout cas, tout ce qui n'était pas de bon. Voilà. Merci. Moi aussi, je profite de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à tous ces fidèles téléspectateurs qui sont toujours scotchés, qui nous regardent, qui nous font d'ailleurs l'honneur de toujours continuer et surtout au petit frère blanc, Maxime Lawson MLB. Alors, M. Lucas Baki, le président de la République a accordé une bonne partie de son message à la nation au terrorisme et je veux juste le citer d'abord un extrait pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Il dit « Le terrorisme est notre ennemi commun ». Est-ce que dans l'état actuel des choses, le terrorisme est l'ennemi commun le mieux partagé des Togolais? Ah, mais c'est ça qui est un peu curieux parce qu'en fait, jusqu'à preuve du contraire, à part la situation, enfin le cas d'agression annoncé par les autorités togolaises à Tandouaré, ou non, c'était quelle partie? Vers l'Ouada. Voilà, sans Louaga. En réalité, le Togo n'a jamais fait l'objet d'une attaque terroriste. Donc, voilà, l'attaque n'a pas été revendiquée non plus. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a rien eu du tout. Donc, je crois que c'est un coup isolé au passage. En réalité, ce n'est pas ça qui est la priorité des Togolais aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la question du terrorisme, c'est vrai, c'est un phénomène sous-régional, régional et même mondial. Mais en ce qui concerne le Togo, nous avons heureusement cette chance de ne pas être couvert par ce fléau. Il aurait dû s'en passer ou alors en parler après avoir abordé suffisamment les priorités. Lorsque vous parlez par exemple des sujets qui accrochent les Togolais, vous faites référence à quel genre de sujet par exemple? Vous voyez très bien la situation du pays où la précarité est ambiante, où la vie chère est une réalité évidente, où le ministre des Finances lui-même est obligé de sortir au créneau pour annoncer une série de mesures et le président lui-même dans son discours a eu à aborder ces volets-là. En réalité, il faut que le président de la République, qui est en fait le père de la nation, la première chose qu'il fait, c'est d'abord de faire l'état des lieux de ce qu'on a fait comme parcours au cours des 12 mois, et puis donc quelles ont été les réalisations, qu'est-ce qui a été fait de bon, qu'est-ce qui n'a pas été fait de bon, s'il y a des remontances, il faut le faire, ensuite réajuster, s'il y a des félicitations à faire, on les félicite, on les fait, et puis ensuite donner les nouvelles directives sur la base des convictions, de la vision et des perspectives qu'on envisage pour le pays. Je crois que cette structuration a véritablement manqué à ce discours et c'est bien dommage parce qu'en réalité, le peuple a besoin de la parole du président. Pourquoi? Non pas parce que cette parole nourrit de façon charnelle les citoyens, mais elle nourrit justement les armes parce que c'est lui qui donne les orientations, c'est lui qui permet par sa vision et sa parole de créer l'écosystème où les citoyens se retrouvent ensemble et savent exactement où ils doivent aller. Il faut bien que les gens aient la possibilité de citer le président dans les actions qu'ils font, mais malheureusement, il n'a pas servi. Son ministre de la communication des médias, le professeur Ayoadan, disait le dimanche dernier sur une télévision locale qu'en fait, la devise du président de la République peut être résumée en 3 mots, discrétion, humilité et puis efficacité. D'accord, mais justement, c'est cette efficacité que nous recherchons. La preuve, c'est qu'à l'heure où nous parlons, on parle de la précarité ambiante, on parle de la vie chère, on parle de beaucoup de goulots d'étranglement qui empêchent le vivre ensemble, voyez-vous. Donc, s'il y a ces genres de difficultés, et malgré ce que les gouvernants appellent effort, un terme que moi je conteste d'ailleurs, cela veut dire que cette démarche ne répond pas. Parce que, voyez-vous, je rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas pour les gouvernants de nous dire qu'ils savent ce dont nous avons besoin et qu'ils vont nous les donner, mais c'est de nous amener à créer la richesse. Donc, il faut créer l'écosystème qui permet à chaque citoyen d'être en confiance et de pouvoir donc contribuer à la création de cette richesse-là. Lorsque vous ne le faites pas, lorsque vous ne responsabilisez pas les citoyens dans un pays, vous leur donnez l'impression que vous acquérez votre richesse ailleurs et que vous venez juste de leur porter une assistance. Ce qui est totalement faux. Parce que tout ce que l'État a à sa disposition et qu'il gère vient fondamentalement du peuple. Même si on peut considérer qu'il y a des aides budgétaires, qu'il y a des appuis extérieurs, ces genres d'appuis ne représentent absolument rien par rapport à l'impératif de la création de la richesse qui incombe à l'ensemble des citoyens.
et même de la dignité, même quand vous voulez consulter la dignité, l'intégrité, la souveraineté du pays, vous ne pouvez focaliser votre attention que sur la capacité des citoyens à créer la richesse. Et en cela, c'est à travers la parole, à travers les directives, à travers les orientations, à travers l'écosystème que les gouvernants mettent en place, que les citoyens peuvent se sentir concernés. Puisque nous sommes toujours dans son volet sécuritaire, puisque lui-même il a accordé une bonne partie de son discours au volet sécuritaire, nous avons également remarqué que le président de la République a accordé une attention toute particulière à l'armée. Et lorsqu'il s'agissait même de parler du projet de développement dans la région des Savanes, il fait encore une fois appel à, je cite, à la participation active des forces armées togolaises. Alors, Luc Abaki, que cacherait par exemple cette attention toute particulière à l'armée togolaise? Vous vous souvenez qu'on avait eu à faire une émission ici concernant le rôle des officiers supérieurs dans l'administration et on avait fait cas de ce que le président donne un penchant manifeste et même très naturel aux forces armées togolaises. D'autant plus que, jusqu'à preuve du contraire, de tous les corps constitués, seules les forces armées togolaises jouissent aujourd'hui d'une loi de programmation avec un budget conséquent établi sur 5 ans. Cela veut dire que la priorité des priorités du président de la République, en tout cas dans son style de gouvernance actuel, c'est bien sûr les forces armées togolaises. Bon, ce qui n'est pas, à mon avis, fondamental, parce qu'en réalité, avant même les moyens qu'on met à la disposition des forces armées togolaises, les équipements et tout ça, sont achetés avec l'argent du contribuable togolais. Donc, ça veut dire que la priorité, en réalité, c'est les volets économiques et puis l'épanouissement même du peuple. C'est-à-dire que des aspects qui permettent aux citoyens de se sentir à l'aise et de sentir qu'ils ont un devoir de contribuer à la création du bien commun. Et c'est à partir de ce bien commun qu'on fait la répartition. Nous sommes d'accord là que la sécurité est importante dans un pays, que la stabilité est fondamentale, que les forces armées togolaises jouent un rôle de ce point de vue-là, mais à partir de l'instant où l'État jouit quand même d'une certaine paix sociale, d'une stabilité, etc., ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt à focaliser ou à prioriser avec autant d'énergie la gouvernance de l'État à l'armée, pour donner finalement le sentiment que sans armée, il n'y aurait pas de gouvernement, ou en tout cas de gouvernant. Nous allons parler à présent de l'expression, la liberté d'expression, ce qui vous concerne beaucoup plus, nous concerne beaucoup plus vous et moi. Je cite encore une fois le président de la République, finalement, j'aime bien le citer. Il dit « L'expression de tous les points de vue est légitime, mais elle doit s'inscrire dans le respect des limites définies par la loi, faisant prévaloir le civisme et la courtoisie en dépit des divergences. » Dans le même temps, son ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Aïwadan, disait sur une télévision locale, je le cite encore une fois, au Togo, on peut parler de tout. Mais déjà, quand nous remarquons un peu l'avalanche des arrestations de ces derniers temps, peut-on réellement parler de tout au Togo? Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le Togo est étiqueté comme un pays où les libertés publiques sont fondamentalement étouffées. Depuis, en tout cas, ne serait-ce que sur cette portion de 2020-2021 ou 2019-2020, où il y a eu des perturbations sur le plan social et donc ça a engendré des mesures draconiennes, des lois qui limitent même la marge d'action de la population, etc. Et donc, quand vous allez sur les sites des institutions internationales comme Amnesty, comme etc., vous verrez que la première chose qu'on dit du Togo, c'est que c'est un pays où les libertés publiques sont extrêmement restreintes. Donc, si le président en est conscient, nous, on se dit tant mieux. Il va falloir qu'il matérialise cette vision-là, en tout cas, ce langage qu'il a tenu par des actions concrètes dans le terrain, par une forme d'effectivité de la liberté d'expression, de manière que nous sommes d'accord dans la formulation de sa phrase qu'il faut que ce soit dans la limite de la loi, du respect de la loi, de la courtoisie, etc. Et je crois que ces volets relèvent en fait du bon sens. Mais il ne faudrait pas restreindre la parole publique en fonction des intérêts personnels, en fonction de l'ego des gens, en fonction du fait que les gens veulent camoufler certaines vérités au peuple. Donc, sinon, les lois elles-mêmes existent, tout le monde en est conscient. Et lorsque quelqu'un enfreint la loi, il faut qu'on puisse observer la procédure avec une rigueur implacable, plutôt que de la torpiller parce qu'on veut à tout prix
le sanctionner de façon la plus sévère possible. C'est là où on a le sentiment qu'en fait, il n'y a pas une régulation efficiente de la société. Et donc, du coup, toutes les fois qu'il va parler, si la réalité ne s'harmonise pas avec sa parole, il y a sujet à caution. Je veux le citer, une fois encore, je n'ai pas fini de le citer aujourd'hui. Je resterai le garant intransigeant de l'exercice équilibré des droits, des libertés et devoirs des citoyens conformément aux dispositions de la Constitution togolaise. Finalement, avec les vagues d'arrestation, on remarque quand même une psychose sur le terrain. Est-ce que cette psychose engendrée par ces vagues d'arrestation ne mettent pas le président de la République togolaise aux antiposes des valeurs qu'il dit défendre? Mais bien sûr, le problème, c'est quoi? Pour dire vrai, comment le président de la République peut-il garantir les libertés publiques autrement qu'en veillant à une justice professionnelle, à une justice indépendante, à une justice où les magistrats jouissent de la marche qu'il leur faut pour pouvoir prononcer le droit et n'avoir pour seule directive que la loi, telle qu'elle est recommandée d'ailleurs dans leur charte, dans leur principe de vente. Mais ce que nous constatons, c'est qu'en fait, les magistrats sont soumis, en tout cas une bonne partie, hein, c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même audacieux, qui peuvent s'affranchir d'un certain nombre de choses, etc. Mais on constate quand même une injustice flagrante dans la régulation de la société togolaise. Lorsque vous avez un différend avec quelqu'un qui est haut placé, entre guillemets, ou qui a un pouvoir décisionnel sur les juges ou à un niveau donné, vous savez que votre sort est déjà scellé. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment-là, le président de la République aura du mal, tant qu'il n'a pas veillé à réguler cela, à corriger ces genres de goulot d'étranglement, il aura du mal, bien sûr, à être garant. Je suis justement tenté de vous poser la question de savoir si finalement il n'y a pas deux poids, deux mesures, parce que dans le cas spécifique des confrères Ferdinand Ité et puis Joël Legard, on nous dit que le procureur de la République s'auto-saisit, mais on a l'impression que souvent quand on les accuse, le procureur s'auto-saisit, mais quand il s'agit d'enquêter par exemple sur les crimes économiques qu'on dénonce, ça n'intéresse pas le procureur de la République. C'est vrai que ce qui a été dit, c'est que le procureur de la République, sur appel téléphonique de son chef hiérarchique, c'est-à-dire le procureur général, a été amené à initier une procédure sur dénonciation de 2 ministres. Ce qui est bizarre, c'est que les ministres eux-mêmes, entre-temps, avaient dit non, qu'ils n'avaient pas porté de plainte. Et puis, au bout du compte, bon, ben, on a l'impression qu'il y a une incohérence. C'est-à-dire que les gens ont du mal à assumer en réalité cette procédure-là. Mais tout compte fait, nous saluons en tout cas la libération de nos confrères parce que c'était quand même la plus grave des maladresses que nous avons pu enregistrer en fin d'année dans notre pays et qui a soulevé un tollé général à travers le monde entier, et c'est ce que nous déplorons parce que nous visons à avoir un pays dont l'image est assainie et qui peut nous inspirer une certaine forme de fierté lorsque nous sortons hors de notre territoire. Mais lorsque de façon générale, la perception qu'on a de notre pays, c'est qu'on étouffe les libertés publiques, on emprisonne les journalistes, alors que par le passé, il y a eu une forme de griotisme autour de cette question de dépénalisation des délits de presse, c'est qu'il y a une contradiction flagrante et il y a une forme d'incohérence. Et là, on ne peut que déplorer cela et exhorter bien sûr les gouvernants à définir des lignes vraiment claires qu'ils pourront assumer et à travers lesquelles la population dans son ensemble pourra se retrouver et être en confiance. Parlons à présent de santé. Le président annonce la construction des unités de soins périphériques des USP, la réhabilitation des infrastructures et leur équipement à travers le projet Service essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Mais doit-on rappeler déjà que les USP qui existent manquent de plateaux techniques et surtout de personnel? Mais bien sûr, c'est ça le problème. Vous avez vu qu'au cours de cette année, il y a eu des mouvements de débrayage dans le domaine de la santé et les médecins eux-mêmes ont eu à décrier le manque d'équipement, même les plus élémentaires pour porter assistance aux personnes qui sont malades, qui souffrent d'accidents, qui ont un certain nombre de problèmes, en tout cas des difficultés à se maintenir en bonne santé. Si déjà l'existant est aussi défectueux et on n'a pas songé à l'aménager ou à injecter de nouveaux équipements de manière à mettre en confiance l'équipe déjà existante, lorsqu'on nous annonce la construction de nouvelles infrastructures, on se pose des questions.
Parce que, à quoi cela sert-il d'envisager la construction des infrastructures sans songer à leur équipement et en même temps à fournir un personnel adéquat? C'est toute une chaîne, voyez-vous. Donc, il aurait été plus intéressant que le président nous dise, par exemple, que nos CHU déjà existants seront suffisamment réaménagés, rééquipés, que le personnel sera renforcé, que le laxisme qu'on constate dans l'accueil ou dans la gestion du secteur de la santé sera résolu par des mesures pratiques avant justement d'envisager l'extension, voilà, des infrastructures en question. Luc Abaki, avec la réhabilitation annoncée et puis les USP, faut-il finalement faire bye-bye à l'hôpital Saint-Pélérin? Je crois que son accouchement est vraiment difficile. Hein. En réalité, il y a des ministres qui nous avaient annoncé l'inauguration, je pense qu'il y a plus d'1 an. Et puis, lorsque vous faites un tour vers l'hôpital, vous voyez, on a comme l'impression que on met un carreau aujourd'hui, bon, ben, on va en vacances, et puis après, quel est le problème? On se demande, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après 60 ans d'indépendance, quand même, un pays comme le Togo, qui ne compte que quelques millions d'habitants, ne puisse pas avoir les infrastructures sanitaires d'une certaine... Ne serait-ce qu'une infrastructure sanitaire hautement bien équipée et qui montrerait que, bon, quand même, on a conscience de ce que vaut l'hôpital dans la vie d'une société entière. Parce que si vous n'incluez pas cette dimension de la recherche de la santé et de la population, ça veut dire que vous ne comprenez pas, ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre comment l'organisme humain fonctionne. De toutes les façons, à un moment donné, vous aurez besoin, bien entendu, d'un centre de santé, d'un hôpital, des médicaments et tout. Donc, construire des infrastructures sanitaires, les équiper et faire en sorte qu'elles puissent fonctionner dans les meilleures conditions possibles relève en réalité du bon sens. Nous allons fermer la page santé avec le président qui encourageait sur un ton très gentil les Togolais à se faire vacciner. Mais pendant ce temps, sur le terrain, on voit l'exigence de plus en plus du pass sanitaire. Est-ce que finalement, quand on voit le discours, le ton utilisé par le président et puis la réalité du terrain, est-ce que le ton du président n'est pas un peu trompeur? Voyez-vous, en réalité, ce qui a toujours manqué dans notre pays, c'est la démarche pédagogique qui responsabilise la population. Parce que lorsqu'il n'y a pas de démarche pédagogique et vous pensez que vous avez, vous, en tant que gouvernant, toutes les solutions que vous allez imposer à la population, la mayonnaise ne prend pas. Et en témoignent justement les aveux du Premier ministre elle-même qui nous a dit que bon, la pédagogie n'a pas marché. Ils sont obligés d'utiliser les méthodes qui vont faire peur à la population. Donc c'est pour dire quoi? En réalité, la population constitue, les citoyens constituent les premiers partenaires, sinon les seuls partenaires des gouvernants. Ils sont en même temps les actionnaires parce que c'est eux qui créent la richesse. Donc quand vous êtes en face d'un partenaire ou d'un actionnaire, vous êtes obligé d'être humble, courtois, élégant, pédagogue, de manière à le rassurer et à faire en sorte qu'il vous inspire, qu'il investisse en vous sa confiance. Voyez-vous? Donc, que le président de la République parle comme ça, on peut se dire, bon, peut-être il a bien compris qu'il vaut mieux être courtois et pédagogue vis-à-vis de la population plutôt que d'utiliser les méthodes aussi fortes qui ont créé plus de dommages qu'elle n'aura pu résoudre. Vous savez que depuis que Covid est arrivé, il y a eu des cas de bastonnade, des cas même de tuerie liés justement à cette question du port de masque, etc. Alors qu'en réalité, des citoyens sont quand même des majeurs pour la plupart. Et donc, ils ont un sens, ils ont leur faculté et leur capacité à comprendre. Il suffit de savoir leur parler et puis le problème est réglé. Voyez-vous? J'aurais aimé vous garder très longtemps, mais le temps ne le permet pas. Je vous pose quand même cette dernière question qui est quand même très importante pour les Togolais. Le président annonce une avance sur salaire de 1 mois remboursable sur les 12 mois. Alors pendant ce temps, à côté, dans un pays voisin, le Bénin notamment, on nous annonce une affaire de 15% de révalorisation salariale. Comparaison n'étant pas raison, l'un de toute comparaison, je voudrais savoir, est-ce que le président togolais n'aurait pas pu faire mieux? Bon, on n'est pas dans les secrets de Dieu, on va dire peut-être que la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Le mal qu'on a en fait, c'est notre incapacité à créer plus de richesses. Et c'est là où se situe le problème. On peut se dire, mais écoutez, le président n'est pas aussi méchant pour ne pas comprendre qu'il doit faire mieux. Ben, pour qu'il fasse mieux, il faut qu'il ait la marge qu'il faut. Et c'est là où se situe le problème. Là, les choix politiques que les gouvernants font
amène justement ces résultats-là. Parce que lorsque vous étouffez le peuple, lorsque vous ne lui donnez pas la marge d'expression de son identité, lorsque vous ne créez pas un courrier commun où le peuple se retrouve, il n'y a pas de valeurs identitaires que vous défendez vraiment et qui amène le peuple à comprendre sa responsabilité dans la création de l'écosystème recherché. Bien sûr qu'au bout, vous n'aurez pas les moyens, vous êtes obligé de recourir à des emprunts, à des prêts, etc. pour pouvoir assumer vos charges régaliennes ou même à corser les taxes, etc. Cela fait que vous êtes vous-même étouffé. Et dans ces conditions-là, même si vous avez envie d'une générosité inouïe, vous n'avez pas de marge et c'est désolé. Lucas Baki, merci. C'est un plaisir à chaque fois en tout cas. En tout cas, c'est un plaisir également pour nous de vous recevoir. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes notre consultant. Je le dirai toujours, vous connaissez le slogan, répétez avec moi, Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. À la prochaine.